Mercredi 23 octobre 2019, bienvenue à la grande édition de Zaï TV, les titres. Première femme candidate à la présidentielle au Bénin, Marie-Élise Gbedou est surnommée l'Amazone des temps modernes. Une femme que nous allons découvrir dans ce 19h. Toujours au cours de cette édition, nous allons faire le point des réalisations dans le cadre de la lutte contre le sida et la protection des enfants. En sport, Zaï FC connaîtra son adversaire du tour de cadrage de la Coupe CAF Total 2019-2020 ce jour, au thème de la confrontation entre Zamalek SC et Académie Génération Foot au Caire. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique Zaï TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une femme a bousculé les habitudes électorales au Bénin par sa candidature à la présidentielle en 2001. Avocat de son État, Maître Marie-Élise Gbedou est l'Amazone des temps modernes. Longtemps distinguée pour sa lutte pour l'émancipation de la femme béninoise, Maître Gbedou a retenu l'attention de Abdelkader Achirou qui nous l'a fait découvrir à travers ceci. Née le 29 décembre 1954 à Mankono en Côte d'Ivoire, Marie-Élise Gbedou est une avocate et femme politique béninoise. Elle est une grande militante des droits des femmes. Marie-Élise Gbedou a été scolarisée au Bénin, puis s'est rendue en France afin de poursuivre ses études universitaires à l'université Panthéon-Sorbonne. Titulaire d'une licence puis d'une maîtrise en droit, elle obtient en 1983 un DEA en droit des affaires. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat lui est délivré l'année suivante. Elle intègre le barreau de Paris en 1985 et travaille pour des cabinets juridiques. En 1987, à son retour au Bénin, l'Amazone devient la 5e femme à s'inscrire au barreau. L'avocate ouvre son cabinet 2 ans plus tard. Elle milite pour les droits des femmes et préside l'association des femmes juristes du Bénin, AFJB. Entre mai 1998 et juin 1999, Marie-Élise Gbedou a eu à tenir brièvement le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme dans le gouvernement de l'ancien président Feu Général Mathieu Kérékou. En 2012, elle a été promue au poste de porte-parole du gouvernement, cumulativement avec sa fonction ministérielle. Lors du scrutin présidentiel de 2001, elle se présente en tant que candidate indépendante et adopte le slogan « Wenoussou » qui signifie en langue fon « l'heure a sonné ». Elle devient la première femme du pays à prendre part à une élection présidentielle. Selon elle, il est temps que les femmes s'engagent en politique et exercent le pouvoir. Son programme met également l'accent sur la lutte contre la corruption au Bénin. Elle ne recueille que 0,36% des voix. Lorsqu'elle se présente en 2006, sa campagne est suivie par le cinéaste Sanvi Panou, qui en tire un film documentaire intitulé « L'Amazone candidate ». Marie-Élise Gbedou a repris avec les thèmes de la campagne précédente. Au premier tour, l'avocate a eu à rassembler 0,32% des suffrages exprimés. Elle a été également candidate aux élections présidentielles de 2011 et de 2016. Son autobiographie, intitulée Le destin du roseau, est publiée en novembre 2005. Ouverture ce jour dans la station balnéaire de Sochi du premier sommet Russie-Afrique avec la participation de 43 chefs d'État et de gouvernement africains. Une rencontre à laquelle prend une part active la délégation béninoise avec à sa tête le président Patrice Talon. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie peut offrir son aide à l'Afrique sans les nombreuses conditions fixées par les puissances occidentales.
Nous voyons comment certains pays occidentaux ont recours à la pression, à l'intimidation et au chantage contre les gouvernements souverains d'Afrique, a-t-il déclaré à l'agence de presse TASS avant ce sommet. Il poursuit en ces termes. Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de redonner une influence et une domination perdues dans les anciennes colonies sous une nouvelle forme et ainsi pouvoir en tirer un maximum de profit en exploitant le continent. Au lendemain de l'ouverture de ce sommet sera célébrée la 74e édition de la Journée des Nations Unies. Le 24 octobre 1945 a été signée la Charte des Nations Unies par les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité et plusieurs États membres. L'Assemblée générale de l'organisation en 1971 a déclaré que par la résolution 2728, cette date comme fériée à l'échelle mondiale. La célébration de cette année est couplée avec le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. À cette occasion, Zaire TV a tendu son micro à un spécialiste de la géopolitique, le Dr Dramane Bouko. Il a dans un premier temps rappelé le contexte de la Charte des Nations Unies. La date du 24 octobre, c'est une date de souvenir, une date d'espoir pour les populations, pour la communauté internationale et tous les États en général. Alors, pourquoi? Parce que le monde, par 2 fois de suite, a connu ce que nous appelons donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et juste après ces affrontements, les États ont décidé de mettre en place une organisation internationale puissante qui va désormais surveiller le monde afin de pouvoir prévenir, de gérer, de résoudre différents conflits et crises qui pourraient émerger donc, entre les États ou à l'intérieur des États. Donc c'est une date d'espoir. Je crois, j'espère qu'il y aura un message qui ira sans doute dans ce sens pour que l'espoir nourri le 24 octobre 1945 puisse être réitéré et soit une réalité. Voilà peut-être personnellement ce que moi j'attends du message du 9e secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et je crois que ce message va avoir des échos et des faits au niveau des acteurs clés qui décident aujourd'hui dans la gouvernance mondiale. Depuis la création des Nations Unies, le 24 octobre, officiellement, le 24 octobre 1945, certes, il y a eu des efforts qui ont été faits pour maintenir, parce que l'objectif premier des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il y a des efforts qui ont été faits à des niveaux donnés pour essayer d'atteindre, de réaliser ces objectifs-là. Le docteur Dramane Bouko a poursuivi et a passé en revue des zones de conflit, surtout en Afrique, et relevé des défis qui attendent l'Organisation des Nations Unies dans ce contexte où sévissent le terrorisme et des conflits armés. Mais je disais tout à l'heure que le bilan est mitigé parce qu'il y a encore pas mal de défis, il y a pas mal de crises qui attendent encore les Nations Unies, qu'il faut relever à tous les niveaux. Je veux parler des crises en Afrique surtout, en Afrique subsaharienne. Je vais attirer l'attention de la communauté internationale sur le cas de la Centrafrique, sur le cas de la Somalie, le cas du Soudan du Sud, etc., qui continuent donc de faire couler beaucoup d'encre au niveau des médias internationaux. Au-delà de cela, la Syrie, l'Irak, le terrorisme, les migrations, la gouvernance mondiale, les cyberguerres, etc., qui aujourd'hui sont des défis énormes auxquels les Nations Unies et d'autres organisations n'ont pas encore réussi à trouver de solution. Le terrorisme international. Ce sont des défis réels qui mettent à genoux le développement, la paix, la sécurité, le développement de nos États, mais auxquels les Nations Unies n'ont pas encore apporté une réponse concrète. Des solutions militaires ont été tentées de part et d'autre pour essayer de résoudre ces crises-là. Alors si les solutions militaires n'ont pas apporté de solution, je pense peut-être quelque part, pourquoi ne pas essayer des solutions politiques pour essayer de résoudre les différents conflits et crises, les différents défis. Voyez, la migration chaque jour, voilà un autre défi qui attend. Le réchauffement climatique.
Voilà les différents défis auxquels la communauté internationale, les Nations Unies n'ont pas pu apporter donc, de solutions. Je crois que le moment est venu peut-être pour que tout au moins au niveau des crises et des conflits, qu'on puisse essayer la solution politique face au terrorisme, face aux conflits interétatiques, face aux conflits intra-étatiques, face au génocide, etc., etc., qu'on puisse apporter. Parce que ce qui se passe en Afrique subsaharienne, au Soudan du Sud, est inacceptable. Un nouveau État qui a été créé récemment en 2011, en juillet 2011, et qui aujourd'hui fait 4 millions de déplacés, près de 400 000 morts, et que la communauté internationale laisse faire. Je crois que quelque part, le secrétaire général des Nations Unies doit être interpellé, et que la communauté internationale puisse venir au secours de ce nouveau État, de cet État Benjamin, pour que les populations puissent enfin vivre l'indépendance pour laquelle ils ont opté en juillet 2011. Dans le cadre des 74 ans des Nations Unies, le système des Nations Unies et les agences du Bénin ont organisé un déjeuner de presse hier à l'intention des journalistes béninois. À cette rencontre, la directrice de l'ONU-SIDA au Bénin, Marie-Margaret Molnar, a fait le point des avancées dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA, surtout en ce qui concerne les enfants. Et qui sont notamment situés dans le Koufo, l'Atlantique et le plateau. Le troisième point de riposte que je voudrais mentionner ici, c'est qu'une fois que les enfants sont nés, eh bien, il faut les dépister absolument pour voir s'ils ne sont pas séropositifs. Et là, en 2018, 64% d'enfants nés de mères séropositives ont pu bénéficier de diagnostic dans le délai prescrit de 6 à 8 semaines. Et c'est en progrès par rapport à 2016 où on était à moins de 30%. Enfin, une fois que les enfants sont dépistés séropositifs, il faut les mettre sous traitement. Et là, c'est 44% des enfants séropositifs qui ont pu être mis sous traitement antirétroviral en 2018. Et là aussi, c'est en net progrès par rapport à 2015 où il n'était que 35%. Entre Zamalek SC et Académie Génération Foot, les Zaïre Football Club connaîtra ce jeudi 24 octobre 2019 son adversaire du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. En effet, les universitaires vont rencontrer le perdant du match entre Zamalek d'Égypte et Génération Foot du Sénégal, comptant pour le deuxième tour de la Ligue africaine des champions. Cette manche retour va se disputer au stade de l'Académie militaire du Caire. À l'aller, les Sénégalais l'ont emporté sur le score de 2-1. L'équipe vaincue de cette double confrontation va recevoir le vainqueur de la Coupe du Bénin 2019 le 30 octobre prochain pour le compte du premier du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Le match retour aura lieu le 5 novembre au stade René Pleven de Cotonou. Suivons ici le reporter sportif malin Jakari Dia et le chroniqueur sportif béninois Fernando Ressou qui analyse les chances de qualification de Zaïre FC. Moi, mon souhait, c'est Zamalek. C'est vrai, il a raison. Prendre l'avion de Cotonou au Caire, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas la même chose que de Dakar de Cotonou à Dakar. En matière de diplomatie sportive, s'il vous plaît, il vaut mieux qu'on joue contre Zamalek. Parce que le risque est le même. Je dirais même qu'on court plus de risques de jouer contre les Sénégalais. Le risque d'être éliminé là, du côté des Sénégalais. En tout cas, le football est ce qu'il est temps, surtout, ils sont déjà en une compétition africaine. Donc, moi, je vois qu'ils vont poser beaucoup de problèmes cette année. Et pour même pas dire qu'ils vont être champions. Et si jamais ils racontent Génération Foot là, et je vois cette équipe qualifiée en phase de poule, hein, parce que les Génération Foot, c'est une équipe de centre de formation de football. Bon, quand vous essayez de vous attaquer d'une manière ou d'une autre, de quelque façon, ça peut vous réussir. C'est un peu ça. Je dis, et je le répète, si vous allez en Afrique du Nord aujourd'hui, si vous allez un peu partout, en matière de sport, les gens vous demandent les Dragons de Lomé. Ça existe toujours parce que justement, les Dragons ont eu à jouer des équipes d'Afrique du Nord longtemps, jusqu'à jouer cette fameuse demi-finale contre le Gor Mahia du Kenya.
Et ça reste. Allez jouer un match en Égypte, tout le pourtour méditerranéen a le match. Tous les pays du pourtour méditerranéen ont le match. C'est 74 000 personnes qui voient le match en direct dans le stade. En live. En live. Et c'est toutes les télévisions égyptiennes et du Maghreb qui présentent ça. Esaïe va jouer à Dakar. D'accord, contre Salitas. Génération Foot. Qu'est-ce que je dis? Contre Génération Foot. Un stade de 1000 places. Écoutez, même si c'est au stade Léopold Sédar Senghor, la télévision sénégalaise ne fera pas du direct. La télévision sénégalaise viendra prendre des bouts et faire des commentaires comme le ferait Esaïe TV. Et ça s'arrête là. Donc, du point de vue des retombées et de ce que je pourrais appeler retour sur investissement pour Esaïe, c'est énorme. Et là, quand les gens vont voir, mais Esaïe, ça veut dire quoi? Et les gens ont commencé par dire que c'est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des médias, et des métiers de l'audiovisuel. Donc, c'est une école. Cette publicité, Clément n'a qu'à me dire s'il peut payer ça. Pour rappel, le tirage au sort a été effectué le 9 octobre dernier au Caire. Les badistes béninois ont rapporté 2 médailles de la première édition du championnat d'Afrique universitaire de badminton, Île Maurice 2019. Joéline Degbé a remporté le bronze en simple femme, puis le double mix avec Sébastien Degbé. C'est l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi qui a représenté le Bénin à ce premier championnat universitaire d'Afrique de badminton avec 4 athlètes, un entraîneur et un chef de délégation. Du vélo pour mettre un terme à cette édition. La 32e édition du Tour du Faso s'ouvre ce vendredi avec une course contre la montre par équipe à Ouagadougou. Le vélo béninois sera présent à ce rendez-vous non seulement avec une équipe masculine, mais aussi avec 2 dames. 15 équipes provenant de 13 pays, dont 4 d'Europe, y sont attendues. Le Tour du Faso 2019 va se dérouler en 2 étapes avec un passage en tête togolaise pour une arrivée le 2 novembre prochain à Ouagadougou. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaret TV. Gardez le réflexe www.zarettv.bg.